Vraiment, c'est une mesure d'urgence pour préserver l'écosystème surtout de cette localité pittoresque que le monde entier connaît, mais qui subit une telle pression humaine aujourd'hui, liée aussi à l'intérêt que les travaux, le programme spécifique que le gouvernement a mis en place pour cette cité, l'intérêt que les travaux qui en découlent génèrent auprès des populations donne lieu à une telle pression qu'il était utile de parer au plus pressé en prenant cette mesure qui va, in fine, permettre de préserver la spécificité de la localité, ses atouts et tout le reste, en attendant demain un classement par l'UNESCO. Les artistes, à la différence des artisans, par exemple, qui ont déjà leur chambre de métier et qui sont organisés, n'avaient pas encore une structure, un statut reconnu formellement par l'État. Or, regardez tout ce qui est fait aujourd'hui dans la dynamique de promotion artistique, culturelle, touristique de notre pays. Nous avons jugé utile de passer un palier dans le sens de la reconnaissance formelle du statut de l'artiste et associé pour que les acteurs qui font également aujourd'hui cette vivacité, cette présence remarquée du Bénin sur la scène artistique aient un statut reconnu avec les avantages que cela peut comporter pour eux. Les deux pays, le Nigeria et le Bénin, décident de coopérer davantage sur le champ de la lutte contre le terrorisme. Donc, il va s'agir de mutualiser leurs moyens pour obtenir plus de résultats. Si, au soutien de cette dynamique, ils ont l'accompagnement de certains partenaires stratégiques que les deux États ont en commun, ce serait tout bénéf. Nous avons une autorité déjà dédiée. Vous imaginez bien que toutes les formalités ont dû être faites ou seront faites en direction de cette autorité avant la mise en œuvre de ce programme, forcément. Vous n'avez pas vu dernièrement qu'elle a sorti un message demandant même aux gens qui ont des systèmes de captation de caméras chez eux, à domicile, de les déclarer. Donc, nous avons déjà pris les dispositions en amont pour protéger les citoyens. Et si l'implémentation de ce projet le nécessite, toutes les autorisations requises seront prises auprès de cette autorité avant que le projet ne se mette en branle. Bon, je peux vous certifier que nous compatissons à ce qui arrive aux amis de LD. Évidemment, nous n'avons pas souhaité cela pour eux. Et nous compatissons, nous comprenons. Mais nous sommes aussi tout à fait disposés à dire et à redire que autour du chantier de la construction du Bénin, nul ne sera de trop et que toutes les forces de tous les citoyens sont attendues. Et aussi long que pourra être le rang, il y aura toujours de la place pour tout le monde, en tout cas tous ceux qui aspirent à construire le Bénin nouveau dans sa dynamique de développement actuelle. Au-delà de la mouvance, les Béninoises et les Béninois dans leur ensemble, nous essayons de bâtir un Bénin aux couleurs de nos rêves, n'est-ce pas, à la hauteur de nos attentes de bien-être collectif et individuel. Donc c'est un chantier exaltant, c'est un chantier prenant, exigeant, et c'est aussi un chantier où tous les citoyens sont attendus. Donc, que l'on soit LD aujourd'hui, que l'on soit FCBE, que l'on soit GSR ou quoi encore, qui ne se retrouve pas dans la mouvance présidentielle actuelle et que l'on ambitionne d'apporter sa pierre à la construction de l'édifice Bénin, on est attendu sur le chantier Bénin. Et je dis que nul ne sera de trop. Et il ne faudrait pas que les gens qui auraient envie, franchement, d'apporter leur contribution, se disent même, mais le rang, il est tellement long maintenant parce que presque tout le monde y va. Il ne faudrait pas qu'ils soient découragés par ça. Moi, je veux leur dire que, aussi long que puisse être le rang, il y aura toujours de la place
pour tous ceux qui veulent apporter leur contribution. Nous sommes tous béninois et c'est notre devoir à nous tous de construire le pays. Tous ceux qui veulent participer, ils sont attendus et je suis convaincu qu'il y aura de la place pour eux. Vous allez poser la question à la NAGEM, mais les redevances dont vous parlez, je crois qu'on a eu l'occasion d'en parler antérieurement. Les redevances n'ont pas été fixées ex nihilo. Il y a eu des échanges, il y a eu des concertations et ces prix découlent des propositions faites par les usagers des marchés eux-mêmes et notamment ici les DAB. C'est une moyenne qui a été faite finalement. Au départ, il y en a qui ont parlé de 300, 400 par jour, 1000 francs même par jour. Et il me semble que la moyenne aujourd'hui, c'est quoi? 500 ou 600? Ça fait 18 000 par mois. Par mois. Mais j'ai eu l'occasion aussi de vous dire que ce que les occupants des marchés payent aujourd'hui, c'est à peine suffisant pour l'entretien. Le gouvernement ne leur demande pas de payer pour les charges de construction. Si on devait faire payer au juste prix, au lieu de 18 000, chacune serait autour de 50 000 le mois. Je vous le certifie, 48 000. Si on devait faire payer au juste prix. Donc, l'État, il a fait un effort substantiel en leur prenant ou en leur demandant le minimum possible, raisonnable, qui émane de leur propre proposition. Et il vous souviendra que quand on faisait ce marché, certains, en envoyant le standing, avaient même dit à ces mêmes dames, vous allez payer 200 000, 300 000 pour y être. On va même exiger de vous le BEPC. À l'arrivée, vous avez vu qu'il n'en est rien. Et les prix qui ont été fixés sont les plus bas possibles. Maintenant, vous vous demandez si quelque chose est envisageable encore pour réduire les prix. Je ne sais pas répondre à cette question. Merci. Ça n'arrive pas souvent des journalistes. Merci beaucoup. Donc là, ce n'est pas encore la phase construction. L'entreprise va faire les études. On va avoir les prérequis, les attendus. Et puis après, la phase construction va suivre. Dans tous les cas, vous avez l'assurance que nous aurons une piscine olympique là. Pourquoi? Mais déjà, sur le ministre d'État, jusqu'à plus informé, je ne peux rien en dire parce que je ne suis pas au courant de ça. Et les gens qui aimeraient qu'ils se mettent en marge de ces fonctions, bon, je crois qu'on a vidé ce débat. Maintenant, la vice-présidente, si elle va en campagne, elle va en campagne. Elle est candidate, non? La campagne, c'est dans 3 semaines. Ça commence dans 3 semaines, jour pour jour. Chacun aura le temps d'être fixé. Vivons une belle campagne, un beau jour de scrutin, et puis tous debout pour un Bénin encore plus grand après le président Talon. Bientôt, ce sera la campagne et vous serez gavés d'idées. Soyez rassurés, le terrain ne sera pas stérile. La campagne va s'animer autour des idées, autour des projets. En tout cas, notre candidat à nous, il a un projet qu'il va soumettre au peuple béninois. Donc, je vous rassure de ce que vous aurez de la matière. Maintenant, vous pensez comme certains que le match, il est joué d'avance. Merci du crédit que vous nous faites de penser que nous gagnerons haut la main. Mais nous considérons que ce n'est pas encore joué. Lundi dernier, au Banabéu, Étafé, une équipe du ventre mou du championnat espagnol, pour ne pas dire du bas du classement, est allée surprendre le grand et éternel Real Madrid. Chez lui. Chez lui. Ça peut vous renseigner sur notre approche de ce combat. Pour nous, il faut le jouer à fond, ne faire économie d'aucun effort, ne faire preuve d'aucune suffisance, d'aucune condescendance. Tout adversaire doit être respecté. Et nous respectons le duo que nous avons en face du nôtre. Nous ne leur ferons aucun cadeau sur le terrain parce que notre ambition est de gagner et de gagner haut la main. Et j'ai foi que nous y arriverons grâce à la mobilisation que nous commençons à voir
grâce aussi au bilan remarquable du président Talon qui servira sans aucun doute de base à ce que proposera notre candidat au peuple béninois. Au Bénin, il n'y a pas un seuil pour la validation des élections. La loi ne dit pas qu'il faut 50%, 70% pour que les élections soient valides. Même à 10% de participation, les élections sont valables au Bénin. Maintenant, ce que personne ne serait contre l'idée d'avoir un taux de participation élevé. Personne. Donc, ce que font les gens, je trouve que c'est dans le bon sens. Les partis politiques le font, des mouvements le font, c'est une très bonne chose. Quoique, il y a de bonnes raisons objectives pour expliquer le taux que nous avons observé dernièrement, qui, dans l'absolu, est supérieur à ce que nous avons vu. Si on tient compte des raisons évoquées dans l'absolu, ce taux est largement supérieur à celui que nous avons vu sur le papier à l'issue du scrutin du 11 janvier. Maintenant, c'est faire en sorte que, oui, il se bonifie à l'occasion de la présidentielle du 12 avril prochain. Ça ne ferait du mal à personne. On a organisé l'élection le 11 janvier, non? Vous avez appris qu'il y a un seul village du Bénin dans lequel on n'a pas voté? Sérieusement, vous avez appris? On a voté partout au Bénin. Partout. Sur toute l'étendue du territoire national. Ça vous renseigne qu'il n'y a pas d'activité terroriste ancrée au Bénin. Grâce au travail, justement, des éléments des forces de défense et de sécurité et à la bonne collaboration de la population. Donc, quand vous évoquez ça, prenez la peine de répéter comme les autres le font, comme ils en font un mantra pour dire que c'est le Bénin qui les accuse là. Prenez la peine de répéter que ça nous vient de derrière la frontière chaque fois. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas réussi à enrôler quelques-uns de nos concitoyens, mais il n'y a aucune cellule active que vous avez sur notre territoire. Il n'y a aucun pan du territoire qui soit contrôlé par ces personnes où l'État ne puisse aller. Ce n'est pas la même chose autour de nous. Si autour de nous, il y avait les mêmes efforts que nous faisons là, on n'aurait pas tout ça. Et comme quelqu'un a dit tout à l'heure, est-ce que nous avons un droit de regard sur au-delà de nos frontières pour pénétrer comme on veut, aller agir comme on veut? C'est ça les vraies questions que vous, de la paix, vous devez vous poser et mettre en avant et dire à ceux qui passent le temps à pérorer là, dites-le, mais et si au lieu de ça, vous vous entendiez pour mutualiser vos forces, pour que si on est au Bénin et qu'on sait que on a l'information, peut-être qu'on a eu l'information la veille, l'avant-veille ou le matin, mais qu'on sait que les gens vont quitter 10 km à l'intérieur de tel territoire voisin pour venir chez nous, où on vous allait vous frapper, ou bien, pour aller vite, vous nous autorisez à venir frapper. C'est ça qui devrait être votre logique. Et ça aiderait beaucoup nos soldats, ça aiderait nos familles, parce que quand nous on envoie nos soldats au front, c'est pas pour qu'ils aillent mourir. C'est vrai, c'est dans leur serment, mais c'est pas pour qu'ils aillent mourir. Ça fait un gros pincement au cœur. Chaque fois qu'on apprend qu'il y a eu une attaque et que quelqu'un, même blessé, déjà ça nous choque. À plus forte raison si ils en viennent à tomber. Donc la problématique, oui, nous faisons au plan national ce que nous devons faire, mais elle est et elle sera toujours régionale, collective, pour de meilleurs résultats sur ce front-là. Sinon, votre pays sera toujours, de temps en temps, secoué par cette tentative, tant que les gens peuvent partir d'ailleurs, rouler, sans rencontrer d'obstacles majeurs, et venir, sachant ce que les frontières sont. Et dans ces zones-là, c'est beaucoup de brousse. On n'a pas un mur pour faire une frontière étanche avec les autres. Donc, si on n'a pas ça, demain, nous allons continuer à parler de tentatives qui ont fait mouche, qui ont été enrayées par nos forces de défense et de sécurité. Sur 1000, il y aura peut-être 1, 2, 3 qui réussiraient. On espère pouvoir enrayer les 1000 à la fois, mais il y aura peut-être 1, 2, 3 qui réussiraient à faire mouche d'une manière ou d'une autre. Mais quand la sous-région va comprendre et que tout le monde va s'y mettre, progressivement, nos États viendront à bout du phénomène.
Et je précise, vous devez l'observer aussi, que contrairement à la doctrine qui voulait que ce soit du fait de l'insuffisance des actes de développement, on va dire, des traces de développement dans certaines localités que cela prospère, je voudrais que vous constatiez avec nous que c'est faux. En tout cas, vu du Bénin. Et c'est ça encore la preuve que ce n'est pas nos fils. Là où on apporte des routes, pour faciliter la tâche aux citoyens, quel est l'intérêt d'aller brûler les équipements de l'entreprise qui construit la route? On fait le goudron pour que ça circule mieux. Quel est l'intérêt d'aller brûler les équipements pour empêcher la réalisation de la voie bitumée? À votre avis? Quand on apporte du goudron, ce n'est pas un peu de développement qu'on apporte? Ce n'est pas des problèmes qu'on règle? Donc pourquoi on s'en prendrait aux équipements de ceux qui construisent? Pourquoi on découragerait ceux qui viennent construire? Donc ces gens-là ont plutôt besoin d'obscurantisme. Ils prospèrent sur ça. Ils ne veulent pas que le développement essaime le pays. C'est la seule raison. Sinon, on ne voit pas pourquoi on s'en prendrait aux équipements de gens qui viennent faire les routes, qui vont nous servir, qui vont faire que les populations vont circuler plus aisément. Moi, je souhaiterais franchement que vous du Bénin, quand vous en parlez là, que vous vous intéressiez à ces aspects. J'évoque ça parce que dernièrement, vous avez vu même sur l'axe de la route du coton, hein, Djougou-Banikwara, en passant par les deux capés, ils ont brûlé des équipements, non? Ou bien vous n'avez pas suivi ça aussi? Hein? Si on fait ça, c'est pourquoi? Pour que le chantier s'arrête? Pour qu'on ne fasse plus le bitume? Donc laissez-nous dans la boue, laissez la piste comme ça, que les gens souffrent, c'est ça? Je suis sûr qu'aucun Béninois ne raisonne comme ça. Ce n'est pas les Béninois qui vont faire ça. Si je suis de Péonko, de Kérou, et que je vois qu'on est en train de me faire le goudron, qui va me permettre d'aller jusqu'à Djougou ou jusqu'à Banikwara quand je veux, quel est mon intérêt si ça s'arrête? Est-ce que j'ai intérêt à ce que ça s'arrête? Regardez les choses aussi avec cet œil-là. Ne dites pas seulement que c'est l'affaire du gouvernement. Non. Faites-en votre affaire, à la limite, vous devez faire votre affaire et dédouaner. Dites au gouvernement, ne parle plus de ça. On va leur répondre prochainement. Nous, on va s'occuper d'eux. Parce que ça vise aussi à nous distraire. Bon, s'ils sont occupés à ça tout le temps, ils auront moins de temps pour faire le développement. Notez que nous sommes des démocrates convaincus. Si l'opposition gagnait le 12 avril prochain, nous allons la féliciter et lui dire bravo. Et après, nous avons la conviction que, ayant été témoin des transformations qualitatives que le pays connaît depuis 10 ans maintenant, elle travaillera immanquablement à amplifier les dites transformations, à accélérer, corriger ce qui lui apparaîtrait peut-être comme des choses perfectibles que nous avons faites. Mais dans l'ensemble, globalement, nous sommes convaincus que la trajectoire du pays ne déviera pas. Mais nous avons la conviction d'avoir la Dream Team encore. D'avoir la Dream Team, celle qui fera rêver encore plus le peuple béninois, pour lui montrer que ce que nous venons de voir et de vivre avec le président Talon n'est rien encore comparé à ce qui vient sur les prochaines années. Et je crois que les Béninois nous entendront et ne permettront pas que cette opposition et son duo nous battent. De façon classique, nos ambassades qui couvrent la région font le travail qui est fait en pareilles circonstances. Nouer des contacts, prendre les informations et les remonter. Et puis s'il y a des besoins spécifiques d'assistance, ce qui doit être fait le sera en temps et en heure. Conséquence envisageable de ce qu'il se passe là, on pourrait assister encore à une surchauffe des prix sur les marchés pour les produits importés. Et pas que. Quand on a vu Covid, quand on a eu la guerre en Ukraine, on l'a dit, parfois certains s'en sont moqués en disant ça n'a pas de lien. L'exemple que vous donnez là
est concret pour montrer comment une guerre qui se passe à 10 000 lieues de chez nous peut impacter nos pays. Je ne sais pas combien de commerçants béninois s'approvisionnent dans ces pays-là. Mais que ce soit là-bas ou ailleurs, comme les conséquences sont répercutées même chez les autres, sur d'autres continents, il va y avoir forcément un impact. À l'heure où on parle, on ne peut pas encore imaginer l'ampleur. Espérons que ce soit de moindre ampleur pour que nos poches de consommateurs ne soient pas trop sollicitées. Même conséquence, parce que les prix flambent déjà, non? Hein? Donc, si demain on nous dit que les prix à la pompe ne sont plus ce qu'ils sont, il faut qu'on comprenne. Sauf si le gouvernement se met dans l'obligation d'augmenter ces subventions pour les maintenir au niveau où ils sont, afin de ne pas solliciter ou sursolliciter nos poches. On regardera tout ça avec attention. Pour ne pas dire qu'on regarde avec attention. Notre position n'a pas changé. Vous connaissez notre doctrine. La diplomatie béninoise est pour le multilatéralisme. Elle est pour un monde pacifié, débarrassé des guerres. Et il y a une belle citation du président Talon qui dit en substance que le monde a déjà payé un lourd tribut aux grandes guerres qui sont passées et que les armes ne doivent plus autant parler aujourd'hui. Donc vous connaissez notre position. Et nous sommes partis à un nombre de conventions. Bon, même si vous voyez aujourd'hui les grands qui dénoncent, ceux qui ont intérêt à ce que ça prolifère, c'est eux qui ont commencé à dénoncer les différentes conventions. N'est-ce pas? Parce que aussi le monde change sous nos yeux. C'est dommage qu'il change dans ce sens négatif où le recours à la force redevient quelque chose de systématique alors qu'on croyait en avoir fini depuis la Seconde Grande Guerre. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a appelée la seconde et pas la deuxième. Parce que dans nos subconscients, après avoir vu les affres de la guerre, on se dit, il ne faut plus jamais que ça arrive. Donc on n'a pas dit deuxième guerre mondiale, on a dit la Seconde Guerre mondiale, en considérant qu'il n'y en aurait plus. Espérons que les différentes escalades que nous observons ici et là, espérons qu'elles finissent par être contenues et qu'elles ne dérivent pas le monde vers des situations incontrôlables. C'est déjà dommage ce qui se passe actuellement. C'est déjà dommage. Donc espérons que cela s'arrête au plus tôt. Dans le cas d'espèce, ce n'est pas pour y réaliser des choses. C'est juste pour permettre aux gens qui y sont de ne pas se retrouver à la rue parce que le bénéficiaire d'une décision de justice l'aurait exécuté en allant démolir les habitations qui sont déjà construites. Donc c'est une mesure préventive que le gouvernement prend pour ne pas que les familles soient à la rue. Il y a eu une procédure judiciaire ou des procédures judiciaires à l'issue desquelles des gens qui avaient des prétentions ont vu leurs prétentions confirmées par la justice. Comme nous sommes dans un état de droit, s'ils doivent appliquer leurs décisions pour matérialiser leurs droits de propriété sur les domaines qui leur ont été reconnus par la justice, ils vont soit déguerpir les gens qui y sont, parfois depuis de longue date, soit leur demander de payer encore pour y rester. La loi donne un instrument au gouvernement pour prendre la main et dire non. Comme la décision porte sur un domaine aussi étendu, le Conseil consultatif foncier est saisi, a fait son travail. Maintenant, tout ce qui reste au gouvernement, ce sera d'évaluer pour voir ce qui pourra être payé après aux détenteurs de cette décision de justice pour que les populations soient laissées tranquilles. Donc, à partir du moment où
la déclaration d'utilité publique est faite, les détenteurs de cette décision n'ont plus le droit d'aller sur le terrain pour dire qu'ils veulent exécuter, qu'ils veulent expulser des habitants ou bien qu'ils veulent leur revendre des parcelles. Ils n'ont plus rien à faire. Ils attendent que l'État les convoque et s'entende avec eux sur ce qu'on va leur payer pour en finir. Mais vous pouvez imaginer, on a dit 22 périmètres et dans pas moins de 5 communes. Et là où on parle de 19 hectares, 7 hectares, imaginez combien de maisons il y a sur une telle superficie. Et si vous faites la taille moyenne des familles béninoises, vous pouvez imaginer à peu près combien de personnes sont concernées. À tout le moins, c'est des milliers de nos concitoyens. À tout le moins. Absolument au top. Sinon, ce serait dangereux pour vous et moi. Et il faut les féliciter et les encourager. Mais franchement, pour le sacrifice inestimable qu'elles font afin de préserver l'intégrité de notre territoire et de contribuer à nous garantir la sécurité. Même si, encore une fois, notre sécurité collective comme individuelle est l'œuvre de chacun d'entre nous, de nous tous, en tant que citoyens qui devons participer à la coproduction de cette sécurité, mais c'est davantage eux qui ont été formés, qui ont les outils pour, il nous appartient à nous d'être des adjuvants efficaces pour que leur mission soit bien accomplie à notre profit.